On va maintenant étudier plus en détail les deux zones particulières du diagramme de Ravo, que sont la zone des moteurs et la zone des réfrigérateurs et des pompes à chaleur. Donc vous allez voir, l'étude va être assez similaire. Donc je commence par les moteurs ici. Donc si on s'intéresse au fonctionnement d'un moteur d'un point de vue thermodynamique, eh bien, donc, je reprends en fin de compte la schématisation qu'on avait donnée au départ pour la modélisation quelconque de la machine. On a notre système, c'est le fluide thermique de la machine qui va échanger de l'énergie avec les deux sources sous forme de chaleur, la source froide, la source chaude, et du travail avec le milieu extérieur. Donc c'est le fonctionnement en fait du moteur qui est important de retenir en fait. Pour que le moteur fonctionne, en fait, il faut forcément qu'il reçoive de la chaleur de la part de la source chaude. Donc on a QC qui est positif. Donc dans un moteur à explosion par exemple, lorsqu'il va y avoir combustion de l'essence, ça va amener l'énergie thermique nécessaire au fonctionnement du moteur. C'est l'échange avec la source chaude. On a QC qui est positif. On va avoir une partie de l'énergie qui va être transformée en travail, c'est ce qui va permettre de faire tourner les roues. On a donc W ici qui est négatif, et après la conservation de l'énergie va nous dire qu'il y a une partie de l'énergie qui va être entre guillemets perdue, à savoir l'énergie restante, elle va être cédée à la source froide, donc QF va être négatif. Donc ici on a le fonctionnement en fait du moteur, donc ce petit schéma général de fonctionnement, il est important parce qu'après, c'est ce que l'on va utiliser pour faire les bilans, calculer les rendements, etc. Et ce que l'on a à faire à un moteur essence, un moteur diesel, un moteur Stirling, etc. etc. Donc c'est vraiment ce schéma de principe qui est important de retenir, à savoir donc le fluide va recevoir de l'énergie de la part de la source chaude, c'est ce qui permet le fonctionnement, va en transformer une partie en travail, donc ça va être l'énergie utile d'un point de vue de ce moteur, donc W négatif, et après la conservation de l'énergie nous dit que une partie de l'énergie va être perdue, donc c'est ce qui va faire que le rendement de la machine en fin de compte, il va être inférieur à 1 en fin de compte. Bien. Si on s'intéresse justement à cette notion de rendement, donc là, on va définir tout un tas de rendements différents suivant le type de machine qui est mise en jeu. Donc là, lorsque vous voulez définir un rendement, ce qui est important de faire, c'est de raisonner en termes d'énergie utile et d'énergie dépensée. Et c'est pour ça que le schéma de principe que j'ai présenté juste avant est vraiment important. Donc l'énergie utile dans un moteur, c'est W, puisque c'est cette énergie-là qui va être utilisée en fin de compte. C'est l'énergie qui va permettre de faire tourner les roues de la voiture, schématiquement. L'énergie dépensée, on a dit d'après le principe de fonctionnement général juste avant, c'est QC. Donc quand on va définir le rendement, ça va toujours être défini comme le rapport de l'énergie utile sur l'énergie dépensée. Donc ici, j'ai mis une valeur absolue, simplement parce que le rendement, on va définir ça comme une grandeur qui est positive, le travail lui étant négatif pour un moteur, et bien de manière à se ramener ici à une grandeur qui est positive, je prends la valeur absolue. Donc moins W sur QC pour le rendement de ce moteur. Donc c'est ça qui est important de retenir. Le petit calcul qu'on va faire ensuite, il faut savoir le refaire, mais ne présente aucune difficulté. Donc le point important, c'est vraiment celui-ci, à savoir que l'on a une énergie utile et une énergie dépensée. Donc l'énergie utile, c'est le travail, l'énergie dépensée, c'est QC, d'où l'expression du rendement. Alors, ce rendement, on peut le réécrire uniquement à l'aide des termes de transfert thermique, puisque le premier principe nous dit que W plus QC plus QF égale 0. Donc on peut remplacer W par moins QC moins QF, ce qui nous donne cette expression donc là du rendement. Et ensuite, on peut aller un petit peu plus loin même en utilisant donc le second principe, simplement parce qu'on remarque que ce rendement, qui est égal donc à 1 plus QF sur QC, il fait en particulier intervenir donc ce rapport QC ici sur QF. Et donc on peut utiliser donc l'inégalité de Clausius ici pour exprimer en fait QF sur QC. Alors quand je dis exprimer, pas tout à fait, puisqu'on a une inégalité,
mais en tout cas, on se rend compte que QF sur QC, c'est inférieur ou égal à moins TF sur TC. Et donc le rendement du moteur va être inférieur ou égal à 1 moins TF sur TC ici. Cette valeur particulière qui représente la valeur maximale en fait du rendement, c'est ce qu'on appelle le rendement de Carnot. Et ce rendement de Carnot, en fin de compte, il est obtenu lorsqu'on a un fonctionnement réversible, puisque je vous rappelle que l'inégalité de Clausius, qui est ici, c'est rien d'autre qu'une réécriture du second principe. On a ce terme qui est ici, qui est strictement inférieur à 0 dans le cas du fonctionnement irréversible, et égal à 0 dans le cas du fonctionnement réversible. Donc, gardez à l'esprit que le terme qui est ici, c'est l'entropie d'échange, qui est égale à l'opposé de l'entropie de création. C'est pour ça qu'on a inférieur ou égal ici. Bien. Et donc, lorsqu'on a une machine quand on a une machine qui fonctionne de manière irréversible, le rendement sera toujours plus petit que cette valeur particulière, qui est le rendement de Carnot, qui lui est obtenu lorsqu'on a un fonctionnement réversible. Alors on peut s'intéresser justement à ce moteur particulier qui est le moteur de Carnot, qui va permettre justement d'obtenir cette valeur particulière du rendement qu'on a appelé rendement de Carnot juste avant. Donc ça c'est un petit exercice assez classique, il faut savoir le refaire, et ça permet de retomber sur l'énoncé historique en plus du second principe qui est donné par Carnot, savoir que le rendement d'un moteur est maximal s'il fonctionne de manière réversible. Donc quand je dis que c'est un exercice assez classique, vous allez voir au niveau de ces exercices sur les machines d'itermes. Donc le premier type d'exercice, c'est de s'intéresser à un fluide. Donc la plupart du temps on utilise le modèle du gaz parfait, et ensuite il va décrire un cycle. Donc là en cours je vous propose le moteur de Carnot. Après on peut en avoir d'autres moteurs, on peut avoir le moteur diesel, le moteur à explosion, simplement le cycle qui va être différent, mais d'un point de vue calculatoire on va avoir exactement la même technique de calcul. Ce cycle en fait il va subir une détente isotherme à la température TC, une détente adiabatique irréversible, compression isotherme à la température TF, et ensuite on finit par une compression adiabatique irréversible qui permet de revenir jusqu'à l'état initial. Donc là, au niveau de ces types d'exercices, là où on vous propose un cycle de transformation et ensuite il faut l'exploiter, la plupart du temps, on commence par vous demander de dessiner le cycle dans le diagramme de Clapeyron. Et ça, c'est vraiment la question la plus importante, j'ai envie de dire, parce que si vous ne dessinez pas le cycle correctement, après, l'exploitation génère tout un tas de calculs. Donc, cette première question-là, c'est vraiment la question sur laquelle il faut prendre le temps de faire une schématisation correcte du cycle, sinon tout ce qui suit, derrière, c'est faux. Donc si je m'intéresse à la représentation du cycle, voici ce que l'on a. Donc on a la détente isotherme, puis la détente adiabatique réversible. Donc là, deux points importants quand on trace ça. Donc gardez à l'esprit que lorsqu'on a une détente, on va avoir le volume qui augmente. Donc on va se déplacer de la gauche vers la droite. Et lorsqu'on a une compression, on a au contraire le volume qui va diminuer, donc on se déplace cette fois-ci de la droite vers la gauche. Bon, ça c'est le premier point. Et puis ensuite, on a au niveau de ce cycle une isotherme à chaque fois et une adiabatique réversible. Donc là, il ne faut pas se planter en termes de représentation. On avait dit qu'au visuel, une isotherme et une adiabatique réversible dans ce diagramme de Clapeyron se ressemblaient pas mal, simplement parce que on a pour l'isotherme une hyperbole, une fonction de puissance pour la diabatique réversible. Par contre, on avait montré que la pente de l'isotherme était plus faible localement que la pente de la diabatique réversible, ce qui permet de placer correctement les différentes transformations, puisque on va avoir localement la pente de la diabatique réversible qui est plus grande que celle de l'isotherme.
Et donc voici à quoi va ressembler eh bien, la représentation ici de ce cycle. Bien, une fois que l'on a donc dessiné correctement le cycle, l'idée, ça va être de déterminer en fin de compte les différentes grandeurs énergétiques qui vont être mises en jeu donc, au cours donc, de ce cycle. Donc on va commencer par déterminer donc, le transfert thermique reçu de la part de la source chaude. Donc je vous ai remis ici le cycle de transformation. Donc ici, on va avoir donc l'énergie thermique qui va être reçue de la part de la source chaude qui va être égale à QAB. Donc ça c'est assez facile de s'en convaincre. Donc BC et DA sont des transformations qui sont adiabatiques, donc pas de terme de transfert thermique pour ces deux transformations qui sont ici. Donc il reste les deux isothermes, donc on va avoir un terme de transfert thermique pour chacune de ces deux isothermes. Et une isotherme, je vous rappelle, dans le diagramme de Clapeyron, c'est nRT sur V. Donc plus la température sera élevée, et plus le terme nRT sera grand. Donc l'isotherme qui correspond à l'échange avec la source la plus chaude, c'est forcément celle qui est le plus haut, puisque le terme nRT sur V sera plus grand localement que pour la deuxième isotherme. Bien. Donc l'échange avec la source chaude, c'est donc QAB. Bon, une fois qu'on a dit ça, on retombe sur des questions classiques d'utilisation du premier principe, puisqu'on a une transformation qui est isotherme. Donc là, attention, je raisonne bien que sur la transformation AB. Donc on a un gaz parfait. Donc le terme de transfert thermique, je vais un petit peu vite, c'est l'opposé du travail, simplement parce que je vous rappelle que la variation d'énergie interne, CV delta T, est nulle pour une isotherme. Le terme de travail, ça va être l'intégrale de moins P extérieur dV qui se limite à l'intégrale de moins P dV, puisque la transformation isotherme est infiniment lente. On utilise l'équation d'état du gaz parfait, on intègre, et on arrive donc jusqu'à l'expression du travail, et donc du transfert thermique. Donc j'étais un petit peu vite sur le calcul, je vous renvoie au cours sur le premier principe où on avait détaillé tout le calcul pour cette transformation isotherme. Mais en gros, dans ce chapitre-là, quand on a des exercices de ce type avec un cycle de transformation, vous allez voir qu'on va avoir des isothermes, des isobars, des adiabatiques réversibles, des isocorps, et donc il faudra calculer les termes énergétiques correspondants. Donc c'est vraiment exactement les mêmes calculs que ce qu'on avait mis en place dans le chapitre sur le premier principe. Bien. Si on s'intéresse maintenant au transfert thermique relatif à l'échange avec la source froide, donc ce que l'on a dit, c'est que les transformations ici DA et BC, ce sont les adiabatiques, donc les isothermes, ce sont les deux transformations qui sont ici. Donc les termes de transfert thermique sont nuls pour les adiabatiques réversibles, donc il reste que les termes de transfert thermique pour les isothermes. On avait dit que plus l'isotherme elle est basse dans le diagramme, plus le terme nRT sur V est petit. Et donc le terme relatif à l'échange avec la source froide, c'est forcément lorsqu'on va de C à D. Alors bien évidemment, le calcul il est analogue au calcul précédent, à savoir bien, que QCD égale moins WCD, puisque c'est une isotherme, donc on a la variation d'énergie interne qui est nulle, c'est une isotherme, le delta T est nul pour le gaz parfait. On a donc le travail qui s'obtient en faisant l'intégrale de moins P extérieur dV, autrement dit moins PdV. Et donc le terme de transfert thermique, le voici, c'est un RTF fois ln de donc du rapport des volumes. Bien, une fois qu'on a donc ces deux termes de transfert thermique, bien on a fait le plus gros du travail dans l'exercice, puisque si on s'intéresse justement au travail qui est fourni par ce moteur, le premier principe nous dit que W plus QC plus QF est égal à 0. Donc compte tenu du fait qu'on a déterminé QC et QF, surtout pour le calcul du travail, on utilise le fait que la transformation est cyclique, et donc W c'est moins QC sur QF, on va surtout pas s'amuser à calculer WAB plus BC plus CD plus DA, ça sert à rien. Donc à partir du moment où on a QC et QF, c'est fini, on a le terme de travail. Donc le terme de travail, bien le voici, c'est égal à moins QC sur QF. Et donc on peut facilement en déduire l'expression du rendement du moteur, qui est égal à moins W sur QC. Il suffit de remplacer donc W et QC par leurs expressions pour aboutir jusqu'à cette expression-là, donc du rendement après simplification par NR.